qui a été fait avec l'expertise des Britanniques, qui dit que ce sont les extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion. Mais si ce sont les extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion, pourquoi l'OFPR ne saisit pas une juridiction internationale? Pourquoi ils ne viennent pas avec les preuves et les noms devant la justice française pour dire, écoutez, cessez de nous chercher des poux sur un crâne rasé, comme le mien, et allez plutôt, voilà les éléments, voilà les gens qui ont abattu l'avion, voici les preuves que nous avons à notre disposition, etc., et les verser dans le dossier. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez La Voix des Grands Lacs. Et aujourd'hui, nous sommes avec un invité que vous connaissez, un invité de marque qui nous a souvent accompagnés lorsqu'il a fallu décortiquer des sujets complexes ou alors nous partager ses analyses pour des dossiers qu'il maîtrise. Cet invité n'est personne d'autre que Charles Onana, écrivain, journaliste d'investigation, et aujourd'hui, nous lui avons demandé de nous aider à bien comprendre ce qui se cache derrière l'arrêt de la Cour de cassation qui a été prononcé hier, s'agissant de l'affaire de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana le 6 avril 1994. Et le même jour, d'ailleurs, c'est assez étrange, c'est une coïncidence qu'on ne voit pas tous les jours, hein. Le même jour, la justice française a jugé que les poursuites engagées contre Madame Agathe Habyarimana étaient sans fondement et donc l'affaire a été carrément classée et n'a même pas été mise en examen. Donc, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle pour la famille Habyarimana. On a constaté aussi les communiqués triomphants des avocats de Paul Kagame et de ses amis qui se glorifient d'avoir gagné un combat de longue haleine parce que tout simplement la justice française les a suivis dans les mensonges qui n'ont pas cessé de prospérer depuis 1994 au sujet de cette affaire. Charles Onana, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle d'ailleurs que vous avez écrit plusieurs livres sur le Rwanda, dont le dernier et un livre d'enquête sur l'affaire de l'attentat de 1994. Exactement. Et c'est un livre préfacé par le prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel et dont le but était effectivement de mettre à la disposition du grand public toutes les enquêtes qui ont été faites sur l'affaire de l'attentat, parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'enquête de française, une partie de l'enquête française qui donne aujourd'hui lieu à ce non-lieu.
qui est la principale enquête, pas du tout. Il y a eu deux enquêtes du tribunal pénal international, une enquête de l'auditorat militaire belge, une enquête, très grande enquête faite par le juge espagnol Mereles Andreu. Et donc, toutes ces enquêtes ont été faites et n'ont pas du tout abouti à un non-lieu. Donc, le non-lieu qu'on a aujourd'hui est un élément parmi d'autres. Parlant de non-lieu, Charles Onana, vous avez lu, je suppose, l'arrêt de la Cour de cassation. Comment le trouvez-vous dans son ensemble sur l'argumentaire développé dans cet arrêt et par rapport aux éléments du dossier que vous possédez depuis en fait, une vingtaine d'années? Mais c'est très simple, la Cour de cassation, il faut rappeler que le but de la Cour de cassation, ce n'est pas de refaire l'instruction qui a été faite par les magistrats. Donc, les gens attendaient beaucoup de la Cour de cassation, ce qui est tout à fait légitime et compréhensible parce que ça fait partie des différentes étapes de la procédure judiciaire. Mais la Cour de cassation n'avait pas vocation à juger du fond du dossier pour dire que finalement, ceux-ci ont tort, ceux-là ont raison. Non, la Cour de cassation était là juste pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur de droit dans la procédure. Et le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu d'erreur de droit, sauf que dans cette affaire-là, il y a eu au départ le travail qui a été fait par les magistrats instructeurs et d'abord par le juge Bruguière, ensuite par le juge Trévidic, Poux et Herbeau. Et ces derniers qui ont rendu une ordonnance de non-lieu, et c'est sur le fondement de cette ordonnance de non-lieu que la Cour d'appel, effectivement, avait statué, qui avait donc confirmé, donc qui a confirmé le non-lieu, et à partir du moment où la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour poursuivre les personnes concernées, eh bien, on ne pouvait pas attendre que la Cour de cassation vienne dire le contraire. D'ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation va dans le même sens en confirmant que, bon, finalement, on a constaté que les juges ont constaté qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments et donc, voilà, quoi, il y a non-lieu circulé, il n'y a rien à voir. Donc, à mon avis, ce n'est pas la Cour de cassation qui est un problème, ce n'est peut-être même pas finalement la Cour d'appel qui est un problème, ce qui est un problème dans ce que j'ai vu dans le dossier, c'est le travail de l'instruction, c'est le travail d'investigation des magistrats qui est un gros problème parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire parce que j'ai mis le nez dans le dossier et j'ai vu toutes les lacunes et toutes les défaillances qui ont été faites dans ce dossier. Et donc, si on a un non-lieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez rappelé à l'introduction que les avocats de Kagame sont en train de triompher, de célébrer. Bon, il l'avait déjà fait la première fois lors de la cour, le document de la Cour d'appel qui avait été, déjà avec l'ordonnance de non-lieu, ils ont célébré ça, etc. Mais en fait, on ne célèbre pas un tel événement si on est d'abord convaincu que ce n'est pas un événement de célébration. Hein. On parle de l'assassinat de deux chefs d'État africains en exercice et ensuite de l'ensemble de l'équipage français. Donc, toutes ces personnes ont des familles. Donc, quand vous venez célébrer une victoire judiciaire sur une affaire comme celle-là, ça vous donne déjà un peu le niveau des gens qui sont en train de célébrer ça et la perception qui est la leur. Bon, donc, pour une affaire criminelle, je ne vois pas les raisons d'une certaine réjouissance. Bon, ça, c'est leur façon de faire. On ne va pas leur reprocher de se comporter comme ça. Bon, c'est leur niveau d'éducation, c'est leur façon de se comporter. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est pas ça. C'est qu'on doit savoir qu'est-ce que les différents magistrats qui ont enquêté avant les juges Trévidic, Herbeau et Poux,
ont découvert. Et là, je pense qu'on ne peut plus beaucoup se réjouir parce que dans cette affaire d'attentat, le travail d'investigation qui a été fait, que ce soit par le tribunal pénal international ou par d'autres, nous a apporté suffisamment d'éléments pour savoir qui sont les gens suspectés d'avoir commis l'attentat le 6 avril 1994. Et c'est ça le vrai problème. Et moi, je pense que célébrer cet événement comme certains le font, c'est vouloir dissimuler la vérité et c'est de vouloir dire aux gens, écoutez, ne cherchez pas trop à savoir, la justice est prononcée, mais ce n'est pas la justice qui fait l'histoire. La justice fait son travail d'appréciation des éléments sur le plan juridique, mais l'histoire n'est pas faite par les magistrats. Il y a des historiens, il y a des politologues, et il y a des chercheurs, et puis il y a des gens qui continuent d'enquêter. Et puis, je dois, sur ce point-là, pour terminer, dire que, attention, le fait de confirmer le non-lieu ne signifie pas que le dossier est clos, parce que nous sommes quand même dans une affaire de terrorisme. Et en matière de terrorisme, il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire qu'à tout moment, s'il y a des éléments nouveaux qui apparaissent dans ce dossier, il y a la possibilité pour les magistrats de rouvrir une enquête pour aller au fond de ce qui s'est passé. Et je crois que il ne faut pas se précipiter aujourd'hui à considérer que le dossier est terminé, l'affaire est terminée. Elle n'est pas du tout terminée. Et c'est justement sur ce sujet que je voulais vous entendre, parce qu'effectivement, la Cour de cassation n'a fait que suivre la Cour d'appel. Hein. Les procédures ont été suivies, mais la vérité de l'histoire reste ce qu'elle est. Et des éléments nouveaux, il y en a beaucoup, parce que lorsqu'on considère ce que les enquêteurs, plutôt les juges d'instruction qui sont venus après Louis Bruguère ont fait, on se rend compte qu'ils ont tout simplement balayé beaucoup de preuves que le premier juge d'instruction avait apportées. Ou alors qu'ils ont créé un sentiment de doute, un sentiment de manque d'éléments, sans jamais dire que le juge Bruguère s'était trompé sur tel ou tel élément. Là aussi, il faut qu'on en parle. Le juge Trévidic a balayé de la main le travail du juge Bruguère sans apporter de preuves justement que ce dernier s'était trompé aussi bien sur les missiles, sur les témoignages de tous ceux qui disent qu'ils sont au courant des préparatifs déjà de l'attentat. Les témoignages sont balayés. En revanche, on va nous chercher un certain Richard Mugenzi, qui est un kidam dans les services de télécommunication à Gisenyi, pour parler de l'attentat qui a eu lieu à Kigali, alors que les membres du FPR qui étaient au CND à Kigali, ou alors ceux qui étaient à Molindi, se souviennent avoir transporté les missiles et les avoir embarqués pour Kigali. L'Ouganda qui a donné ces missiles à Kagame reconnaît l'avoir fait. Les Russes qui les ont vendus à l'Ouganda disent et donnent les bordereaux. Et tout ça pour les juges français, le juge Trevedic en somme, hein, et ceux qui l'ont suivi, tout ça, il y a un doute. En fait, nous, aujourd'hui, nous ne devrions même pas passer des heures à parler de l'arrêt de la Cour de cassation. Mais parlons du dossier même que vous avez approfondi et sur lequel vous avez écrit des livres, notamment le dernier, justement, si vous voulez bien le remontrer de nouveau à nos auditeurs, hein, comme ça. Oui, c'est le livre Enquête sur un attentat, Rwanda 6 avril 1994, préfacé par le prix Nobel de la paix argentin Adolfo Pérez Esquivel. Bon, peut-être que les gens vont se demander pourquoi un prix Nobel de la paix argentin a préfacé ce livre. C'est simplement parce que ce monsieur était très impliqué justement dans l'investigation qui concernait la justice espagnole sur les crimes qui ont été commis à la fois au Rwanda et au Congo, notamment sur l'affaire de l'attentat. Donc, pour parler du fond du dossier, vous avez soulevé un certain nombre de questions sur la façon dont les magistrats ont travaillé. Je pense que, et ça c'est le rôle des politologues, des historiens, c'est de pouvoir regarder ce que font les magistrats. Le problème dans ce dossier-là, c'est que ceux qui parlent aujourd'hui à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation essayent de nous faire croire que quand les magistrats ont parlé, le débat est terminé.
Non, ce n'est pas vrai. Et je répète que ce ne sont pas les magistrats qui font l'histoire. Les magistrats sont bons et sont forts dans leur domaine de compétence, qui est le droit, l'analyse des éléments de preuve, c'est-à-dire les éléments qu'on leur présente. Mais il y a aussi un autre volet dans le travail des magistrats, c'est le travail d'instruction, le travail d'investigation. Et sur ce travail-là, il se trouve que moi, je n'ai pas les compétences d'un juge d'instruction, mais j'ai les compétences d'un journaliste d'enquête. Et j'ai les compétences d'un chercheur, d'un politologue qui est habitué à travailler sur les dossiers sensibles. Donc, j'ai eu la chance aussi d'avoir entre les mains une grande partie du dossier d'instruction dont je sais exactement ce qui a été fait. Et j'ai constaté, par exemple, que lorsque le juge Bruguière, et moi-même, quand j'enquêtais sur cette affaire-là, je suis assez souvent tombé sur les mêmes témoins que les juges, sans savoir que les juges les avaient interrogés ou sans savoir que les juges allaient les interroger. Donc, quand vous faites ce genre de travail et que votre travail coïncide avec l'enquête du juge, vous vous dites peut-être que vous êtes sur la bonne piste parce qu'un juge d'instruction ne va pas aller chercher des gens qui n'ont rien à voir avec le dossier pour les interroger. Il va toujours vers des personnes qui sont susceptibles d'avoir des informations pertinentes pour étoffer son dossier. Et ce que j'ai constaté, c'est que le juge Bruguière a fait une enquête très approfondie sur cette affaire-là. Et je tiens ici à dire que moi, j'étais outré de constater que l'un des meilleurs juges antiterroristes français, j'ai dit l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur en son temps, qui a travaillé sur un dossier de terrorisme qui concerne l'affaire de l'attentat du 6 avril contre 2 chefs d'État en exercice, a été traité par la presse comme un médiocre magistrat. C'est-à-dire comme un plaisantin qui arrivait tremblotant sur un dossier qui avait l'air compliqué et qu'il ne pouvait pas dénouer. Alors que même les Américains reconnaissent que le juge Bruguière est un grand juge antiterroriste. Donc, quand je constate, je vois le travail que le juge Bruguière a fait, précisément sur la question des missiles que vous avez évoqué tout à l'heure. Le juge, il est établi. Et là, même ceux qui ont succédé au juge Bruguière n'ont pas démontré que l'avion du président Habyarimana n'a jamais été abattu par des missiles. Ils sont tous unanimes que ce sont des missiles qui ont abattu l'avion. Mais si ce sont donc des missiles qui ont abattu l'avion, qui avait ces missiles-là? Et là, l'enquête du juge Bruguière nous a démontré qu'il s'agit de missiles d'origine russe qui avaient été achetés par l'Ouganda dans le cadre d'un contrat interétatique. Et pourquoi l'Ouganda? Parce qu'effectivement, l'OFPR était en Ouganda et l'ensemble des soldats du FPR étaient des soldats de l'armée ougandaise à l'époque. Ça aussi, dans le dossier d'instruction, ce n'est pas nié, ce n'est pas rejeté par les membres du FPR eux-mêmes. Rose Kabuye a reconnu qu'elle était officier dans les forces armées ougandaises, etc. Enfin, ils ont tous, Kagame lui-même était le patron des services de renseignement militaires en Ouganda. Donc, avant qu'ils ne reviennent au Rwanda. Donc, ils sont tous des militaires ougandais travaillant pour l'armée nationale ougandaise. Donc, quand ces missiles sont donc achetés à ce moment-là, dans les années 90, c'est pour l'usage de l'armée ougandaise. Le problème, ce qu'on est obligé de constater, c'est que l'armée ougandaise n'est en guerre contre personne à ce moment-là, au moment où ils achètent des missiles. Quand vous achetez des missiles, c'est soit parce que vous êtes en guerre contre des gens, soit parce que vous voulez protéger votre pays qui est sous la menace. Et quelle menace? Donc, l'armée ougandaise, de manière globale, en tant qu'État ougandais, n'est pas en guerre contre ses voisins ou quiconque. En revanche, les militaires rwandais qui se trouvent dans l'armée ougandaise, qui vont être commandés en 90, jusqu'en 94 par Paul Kagame, sont en guerre contre l'État rwandais. Donc, la première attaque de 1990, ils disent clairement qu'ils veulent renverser le président Habyarimana. C'est dans leur communiqué. Donc, il est donc établi que lorsque ces missiles arrivent au sein de l'armée ougandaise,
Ce n'est pas l'Ouganda qui va les utiliser. L'Ouganda n'a jamais admis avoir utilisé des missiles. Lorsque le juge Bruguière donc fait dans son enquête, il lance une commission rogatoire en Russie. Les Russes confirment effectivement qu'ils ont vendu des missiles à l'Ouganda. Qui va donc se servir de ces missiles? On constate que dès 1990, donc lors de la première attaque, le FPR a déjà utilisé des missiles contre des hélicoptères rwandais de l'armée rwandaise, c'est-à-dire les phares, les forces armées rwandaises, contre lesquelles ils étaient en guerre. Donc, lorsque le juge Trévidic reprend l'enquête à la suite du juge Bruguière, on s'attend donc à ce qu'il aille plus loin parce qu'on a critiqué l'enquête du juge Bruguière. Moi, je veux bien. Je reçois toutes les critiques qui peuvent être faites à l'enquête Bruguière. Mais quand on prend un dossier à la suite du juge Bruguière, on doit faire mieux que lui. Le problème, c'est que le juge Trévidic, il ne va pas plus loin pour savoir si l'Ouganda, qui a donc reçu les missiles d'origine russe, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces missiles-là? Est-ce que ces missiles-là correspondent à ceux qui ont abattu l'avion ou pas? Ça, c'est le travail du juge d'instruction. Ça n'a pas été fait. Il se trouve que le pays, le jour où l'attentat a eu lieu, le président rwandais Juvenal Habyarimana et Cyprien Taryamira, le président burundais, qui ont été tous tués dans l'attentat, se trouvaient en Tanzanie. Donc, il a été dit qu'il y a eu plusieurs incidents qui sont survenus en Tanzanie le jour de la réunion de Dar es Salaam. On aurait attendu que le juge Trévidic diligente des enquêtes en Tanzanie pour savoir si la réunion a été retardée pour des raisons qui étaient en rapport avec l'attentat ou tout simplement pour des raisons purement accidentelles. Cette enquête n'a pas eu lieu. Troisième élément, on s'attendait donc aussi ensuite à ce que les missiles donc qui ont été identifiés avec les numéros qui ont été remis au juge d'instruction, on puisse savoir comment ils ont fait pour arriver au Rwanda et abattre l'avion du président. Là encore, il n'y a pas eu d'investigation approfondie. Pire, lorsque le juge Trévidic se retrouve en face des personnes contre lesquelles son collègue Jean-Louis Bruguière avait lancé des mandats d'arrêt internationaux et considérés comme les suspects de l'attentat, c'est-à-dire ceux qui sont soit supposés avoir abattu l'avion, soit avoir eu dans leur attitude ou dans leur comportement une relation avec l'attentat, le juge Bruguière ne leur a pas posé de questions approfondies sur l'affaire des missiles. Tout ce que ces gens ont dit était pris comme parole d'évangile par le magistrat instructeur. Et ça, je l'ai vu dans dans le dossier d'instruction. J'ai dit, mais attendez, Rose Kabuye, tout le monde dit que les missiles, il y avait des missiles au CND. Mais le juge ne demande pas à Rose Kabuye, est-ce que vous avez été en contact avec les missiles ou il dit, est-ce que vous avez vu les missiles? Rose Kabuye dit, je n'ai pas vu de missiles. Pour le juge Trévidic, c'est bon. Et vous avez Charles Kayonga, qui était le patron du CND. Il y a eu un élément où il y avait un membre du FPR qui avait pris les casques bleus belges, parce que ça, c'est un élément encore très important. Les casques bleus belges qui ont été tués le 7 avril, ces gens ont disparu pendant toute la journée du 6 avril 1994, pris par un membre du FPR, on les a vus rentrer le soir, et pris sans avoir eu l'autorisation de leur chef, qui était le colonel Luc Marshall. Et au moment où le juge d'instruction auditionne Charles Kayonga et Mme Kabuye, ne leur pose pas la question, surtout à Charles Kayonga, comment se fait-il qu'un membre du FPR qui était chez vous a pris des membres des casques bleus belges sans autorisation de leur chef. Où étiez-vous pendant toute la journée du 6 avril? Rien. Il n'a pas posé de question là-dessus. Donc,
vous constatez, je ne prends que ces quelques faits, mais je peux en citer des tonnes, hein. Quand vous prenez ces quelques faits qui sont des points très importants pour savoir si le FPR est oui ou non en relation avec l'attentat, vous vous dites, quand on ne pose pas ce genre de questions, quand on ne creuse pas, quand on ne va pas au fond du dossier, eh bien, on a peut-être envie de laisser la vérité nous filer entre les doigts. Et c'est ce qui s'est passé parce que les juges, les magistrats de la cour d'appel ont constaté qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments. Mais pourquoi on dit qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments? Parce que l'ordonnance des juges Herbeau et Poux considère qu'il n'y a pas assez d'éléments à reprocher aux gens du FPR. Bon, alors, s'il n'y a pas assez d'éléments, qui donc a abattu l'avion? Parce que ça, c'est la question. Enfin, c'est la question que les parties civiles se posent et que tout le monde peut et en droit de se poser. Si ce n'est pas le FPR, qui a donc abattu l'avion? Et là encore, vous constaterez que ni le juge Trévidic, ni ses successeurs n'ont cherché finalement à trouver, si ce n'est pas le FPR, qui sont les gens qui ont abattu l'avion. Voilà pourquoi on se retrouve avec un non-lieu. Et on se retrouve avec un non-lieu parce que les magistrats n'ont pas fait leur travail comme il se doit, parce qu'ils n'ont pas voulu se donner de la peine, comme l'a fait leur prédécesseur Jean-Luc Bruguière, pour aller au fond des choses et pour nous identifier les personnes qui auraient été susceptibles et d'apporter des missiles à Kigali le 6 avril et d'abattre l'avion du président avec 2 chefs d'État dans l'appareil. Voilà la question. Moi, j'irais même plus loin. C'est vrai que je respecte l'indépendance de la magistrature française, hein. Beaucoup, je respecte beaucoup cette magistrature. Mais le comportement des juges d'instruction français à partir de l'après-Bruguière, en fait, hein, avec le juge Trévidic, je dois le dire en toute responsabilité, j'ai été très étonné de leurs attitudes. Pourquoi? Il y a 4 éléments qui me fondent pour le dire, qui me fondent à dire qu'il y avait une sorte de minimisation des témoignages à charge et en revanche, on accordait beaucoup d'importance aux soi-disant témoignages de la défense. Le témoignage des charges qui venaient du gouvernement rwandais. Du gouvernement rwandais ou en tout cas des membres des témoins FPR. Oui, des membres du FPR. Mais du gouvernement rwandais, du FPR, c'est-à-dire l'actuel gouvernement Je rwandais. ne parle pas du gouvernement actuel, je parle des membres du FPR. Exactement. Voilà, les membres qui étaient proches de Kagame, qui étaient proches de tous ces généraux. Je vais donner quelques exemples. Hein. Tout à fait. Je vais donner quelques éléments et puis vous allez peut-être les élaborer. Premier élément, il y a des témoins à charge, les anciens gardes du corps de Kagame, qui ont pu venir en France et qui ont demandé à être confrontés avec James Kabarebe et ses camarades. Tout à fait. Ils étaient avec lui à Mulindi, autour du président Kagame à l'époque de la rébellion. La justice française n'a rien fait. Ils ont refusé, ou en tout cas, ils ont utilisé comme argument que Kabarebe ne voulait pas venir en France parce qu'il est ministre. Voyez-vous, donc c'est la justice pour certains et pas pour d'autres. Deuxième élément, le général Kayumba Nyamwasa, qui est en Afrique du Sud, qui était quand même le chef de la DMA à l'époque, c'était un général du FPR qui a assisté à certaines réunions de Mulindi, préparatoires, hein, les gens le disent, qui étaient là, qui l'ont vu. En tout cas, c'est le point de vue de Pierre Mugabe, qui a écrit un livre d'ailleurs à ce sujet, hein, qui était un agent de renseignement du FPR, de Paul Kagame. Eh bien, le général Kayumba, en Afrique du Sud, a demandé à pouvoir se présenter devant la justice française, devant le juge d'instruction. Rien n'a été fait pour qu'il vienne déposer. Et rien n'a été fait pour que le juge d'instruction se rende éventuellement en Afrique du Sud. Quand je dis rien n'a été fait, il y a eu quand même une mission rogatoire, mais une commission rogatoire, mais qui n'a pas été suivie vraiment de près. On aurait pu mettre tous les moyens pour écouter l'ancien numéro 2 de l'armée rwandaise. Un autre élément, c'est la neutralisation des témoins. Les témoins, ceux qui voulaient venir déposer à Paris, il y en a certains qui ont été assassinés sur leur parcours ou tout simplement à la veille même de leur témoignage. Je citerai le jeune lieutenant Gafirita, vous pourrez en parler, qui a été assassiné, kidnappé à Nairobi et assassiné. Pourquoi? Parce que le juge a transmis ses coordonnées
son nom exact alors qu'il était censé témoigner sous pseudonyme. Hein. Le juge a donné ces éléments-là. Et les avocats du groupe des assassins sont allés le chercher et puis ils ont transmis ça à Kabarebe, à ses camarades. Et le gouvernement rwandais a envoyé des tueurs en Nairobi. C'est un cas connu. Tout le monde le sait. C'est ce qui s'est passé. Les avocats, et l'avocat, un des avocats d'ailleurs, a reconnu. Il a parlé d'erreurs, qu'il a transmis ces éléments, l'identification, l'adresse de Gafirita à Nairobi. Il a été assassiné pour l'empêcher de venir témoigner. Et puis, il y a l'affaire de l'expertise, bien sûr, l'expertise balistique. Vous pourrez en parler aussi. L'expertise balistique qui s'est passée ici à côté de chez moi, à la Ferté-Saint-Aubin. La Ferté-Saint-Aubin comparée à Kanombe et à Masaka, c'est vraiment c'est inacceptable pour des experts de procéder ainsi. On ne peut pas comparer Kanombe, Masaka à la Ferté-Saint-Aubin. La Ferté-Saint-Aubin, c'est ici à bord. Quand on entre en Sologne, on connaît, c'est une ville connue dans notre région. Donc, pour ne parler que de ces éléments, cela suffit déjà vraiment pour, en ce qui me concerne en tout cas, pour ne pas faire confiance au travail du juge d'instruction. Il y a un autre élément. Les témoins à charge sont systématiquement minimisés, ridiculisés. Et puis, on vous prend, je l'ai dit tout à l'heure, le fameux Richard Mugenzi, qui était quelqu'un qui travaillait pour les télécommunications. Et ce qu'il a dit, lui, c'est vérité d'évangile. Voilà des éléments qui nous poussent quand même à nous poser des questions par rapport à la neutralité ou à l'indépendance totale de certains juges d'instruction en France. Et puis, nous, on n'a pas voulu nous écouter alors que l'enquête, au départ, s'était adressée à nous quand même pour donner… Eh bien, à partir du juge Trévidic, personnellement, je n'ai jamais été contacté par la justice sur ce dossier-là. Voilà, alors, vous étiez ambassadeur du Rwanda à Paris. Oui, parce qu'on ne voulait pas qu'on dise certaines vérités. Si, par exemple, j'ai entendu Kagame se féliciter d'avoir commis l'attentat, et si je l'ai dit à l'époque du juge Burger, par exemple, pourquoi, après lui, on n'a pas voulu que j'élabore davantage? Voilà, donc je suis un témoin qui ne compte pas, alors que Richard Mugenzi, lui, il a toutes les faveurs du juge. Voilà, donc vous pouvez, Charles Onana, parler d'autres cas, mais moi j'ai préféré quand même vous compléter par ces éléments. Non, les cas que vous soulevez sont des cas essentiels dans le dossier. Pour parler de Mugenzi, commencez par la fin, Richard Mugenzi. Richard Mugenzi est celui qui a rédigé de sa main des messages très explicites à partir des écoutes qui avaient été faites sur le FPR, attestant que le FPR avait abattu l'avion. Mais comment les juges peuvent considérer ce que cet homme-là dira plus tard, quand il sera au Rwanda, pris en main par le gouvernement rwandais de Paul Kagame, et ne pas prendre en compte ce qu'il a écrit de sa propre main au mois d'avril 1994. Ça, c'est un élément troublant. Et aujourd'hui, il n'a jamais nié que le texte des écoutes qui avait démontré que le FPR… Parce que lui, quand il faisait les écoutes à Gisenyi, c'est parce qu'on avait considéré qu'il était capable de rédiger en français, en Kinyarwanda, en anglais, etc. Donc, c'est pour ça qu'il avait été recruté. Donc, ce monsieur donc, qui a travaillé pour les FARC, donc les forces armées rwandaises, et donc pour le compte des adversaires de Kagame, est passé maintenant du côté de Kagame, et maintenant qu'il est du côté de Kagame, son témoignage sur ses anciens amis et sur ses anciens collaborateurs d'hier est valable. Mais ce qu'il a écrit de sa main, au moment où il était dans les FARC, ça, ce n'est plus valable. Comment les juges peuvent expliquer logiquement une telle position? Revenons sur la confrontation qui avait été organisée
James Munyandinda et James Kabarebe. James Kabarebe, qui était le numéro 2, un des numéros 2 bras droit de Paul Kagame pendant les événements en 1994, qui est devenu ministre de la Défense, chef d'état-major, considéré par le juge Bruguière comme un suspect très important. Et le juge Bruguière a lancé un mandat d'arrêt international contre ce monsieur. Mais il n'y a pas que le juge Bruguière. Il y a également la justice espagnole qui a également lancé un mandat d'arrêt contre ce monsieur en le considérant comme un suspect numéro 1. Bon, lorsque ce travail-là est fait et qu'on arrive à un moment capital après l'enquête du juge Bruguière, où les magistrats qui ont succédé au juge Bruguière ont la possibilité de confronter James Kabarebe et James Munyandinda. Je rappelle, pour les gens qui ne savent pas, que James Munyandinda, c'est celui qui était en charge de sécuriser les missiles. Moi, je l'ai eu, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui, il m'a expliqué exactement quel était son travail. Et ce monsieur, il fait son témoignage dans des conditions très difficiles. On lui demande s'il est prêt à une confrontation avec James Kabarebe, il dit oui. Il se présente au tribunal le jour de la confrontation. Monsieur James Kabarebe et les avocats disent que monsieur James Kabarebe ne viendra pas à la confrontation. Mais pourquoi refusez-vous de venir à la confrontation si vous n'avez rien à vous reprocher? Surtout qu'ils ont dit, le James Kabarebe d'ailleurs en question, avait dit que c'était c'était pas le FPR qui avait abattu l'avion, c'était les Interamwe, les machins, etc. Donc, il a une occasion en or pour venir ridiculiser son ancien camarade d'armée qui dit que c'est lui, il est un élément important, et lui, il refuse de venir, et le juge ne dit rien. Le juge n'envoie pas, ne se débrouille pas pour lancer un mandat d'arrêt contre ce monsieur pour qu'il vienne à la confrontation, parce que le juge, à ce moment-là, a des moyens de contrainte. Mais le juge n'utilise pas ces moyens de contrainte. Pourquoi? Est-il convaincu que ce monsieur est totalement innocent pour ne pas l'obliger à venir à la confrontation, puisque c'est le juge lui-même qui a organisé la confrontation? Donc, on est là devant une contradiction incroyable. Deuxième élément, vous parlez de Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa, qui a été le patron des services de renseignement de Paul Kagame et bien entendu chef d'état-major, qui a échappé à 2 tentatives, sinon 3 d'assassinat en Afrique du Sud, diligenté d'après James Kabarebe lui-même par ses amis à Kigali. Il veut venir témoigner, il veut témoigner pour la justice française. J'ai vu le témoignage sous serment de James Kabarebe dans le dossier judiciaire. Et les juges ne font pas cas du tout de son témoignage. C'est quand même grave. Alors que James Kabarebe, même si on veut disqualifier ce qu'il dit, Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa, même si on veut disqualifier ce qu'il dit, on doit quand même prêter oreille, vu qu'il était particulièrement sur le plan militaire très impliqué dans les événements de 1994 et que le rôle qu'il a joué au sein de ce groupe, il pouvait donner aux magistrats des informations précieuses qui pouvaient permettre soit de dire que ce n'est pas le FPR qui a abattu l'avion en fonction des éléments qu'il allait leur donner, soit de dire que oui, le FPR a dans cette situation, dans cette affaire-là, une position ou une attitude troublante. Mais les juges se sont abstenus de recueillir ou d'approfondir des recherches autour des déclarations que voulait leur faire M. Kayumba Nyamwasa. Et excusez-moi, Charles Nana, en fait, il y a le général Kayumba, mais il y a aussi son collègue qui a été assassiné, le colonel Patrick Karegeya. Les deux avaient affirmé à la presse qu'il y avait des preuves de l'implication de Paul Kagame et de son équipe dans l'assassinat du président Habyarimana. Ils l'ont dit, Kayumba Nyamwasa a dit, écoutez, mais vous rigolez, j'étais en position de savoir, et je vais vous le prouver si on me permet de le dire. Eh bien, il n'a pas été écouté, effectivement. Patrick Karegeya n'a pas été écouté jusqu'à son assassinat en Afrique du Sud. Son assassinat. Par Kagame. Bon,
puisqu'on est dans le registre des assassinats de témoins, il faut quand même rappeler que M. Gafirita, lui aussi un membre du FPR, qui avait voulu témoigner devant la justice française, avait écrit à l'intermédiaire de son avocat au juge Trévidic pour lui dire qu'il était menacé. Le juge Trévidic était parfaitement au courant et avait les moyens d'organiser la protection de ce témoin, ne serait-ce qu'en essayant de ne pas divulguer ses coordonnées dans le dossier judiciaire. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Ce monsieur a disparu et tout le monde a fait comme si c'était tout à fait normal. Il faut rappeler également un autre témoin qui a été assassiné, qui pouvait avoir des informations importantes à communiquer à la justice. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Setseda Changa, qui avait été assassiné à Nairobi. Moi-même, j'avais enquêté sur cette affaire. J'étais allé jusqu'au Kenya par rapport à cette affaire-là. Mais j'ai constaté que toutes les personnes au sein du FPR, dans les rangs de Kagame, qui pouvaient apporter des éclairages ou des informations, ont été régulièrement assassinés ou ont disparu. C'est faire la preuve du non-lieu par le vide. C'est-à-dire que moins il y a de témoins, moins il y a des gens qui sont en mesure de vous dire que voilà ce qui s'est réellement passé. Donc, si vous n'avez pas commis d'attentat, si vous n'avez pas des choses à vous reprocher, pourquoi les gens qui veulent parler à la justice dans vos propres rangs meurent assassinés, juste au moment où ils veulent parler à la justice? Il y a un problème. Et ça, les juges ne se sont même pas intéressés à cet aspect des choses. Venons-en à l'expertise que vous avez soulevée tout à l'heure. Alors, on constate que pendant l'enquête du juge Trévidic, il se déplace, il va à Kigali. C'est une enquête qui a été longuement préparée, puisqu'il y a eu une équipe d'experts qui a été mise en place par le juge Trévidic lui-même. On constate que ils vont à Kigali, c'est au retour de... Les experts vont à Kigali avec le magistrat, c'est au retour de Kigali que le juge se rend compte que, ben tiens, on a oublié un acousticien au cours de cette expertise. Donc, un an après le voyage à Kigali, on désigne un acousticien. Bon, ils ont reproché au juge Bruguière, les médias et tout le monde, que le juge Bruguière n'était pas parti à Kigali. Soit. Mais le juge Trévidic, lui, il est parti à Kigali, a manifestement été bien accueilli. Qu'est-ce qui empêchait donc que le juge Trévidic envoie son acousticien à Kigali pour faire une expertise à Kigali, à l'endroit où on considère que l'avion a été abattu? On lui demande de venir faire une expertise en France, dans le Loiret, sur un terrain plat, alors que Kigali est une ville de collines. Tous les experts que j'ai interrogés dans cette affaire trouvent ça tellement absurde qu'on ne comprend pas comment un juge a pu prendre une telle décision. Cependant, c'est cette expertise-là, c'est cette expertise de l'acousticien, faite en France et pas au Rwanda, pas à Kigali, qui va devenir l'élément central que le juge va brandir pour dire « j'ai la preuve que les gens du FPR ne sont pas mêlés à cette affaire ». Je pense que quand on a affaire à ce genre de situation, tous les gens qui ont fait des études, qui savent lire et écrire, sont quand même obligés de se dire, mais à quoi on a affaire? Donc, c'est comme ça que l'enquête qui a été faite par le juge Trévidic et ses collègues qui ont repris le relais derrière n'est jamais allé au fond des choses, parce que cette enquête de l'acousticien aurait pu être remise en question par le juge Herbeau et Poux, qui ont succédé au juge Trévidic pour dire non. Nous voyons que cette expertise a été faite ici. Il y a eu pourtant des demandes de contre-expertise.
Mais toutes les demandes de contre-expertise ont été rejetées. Pourquoi? Et j'ai interrogé certains magistrats qui m'ont dit, c'est rare, très rare, surtout dans ce type de dossier, qu'on rejette les demandes de contre-expertise. S'il n'y avait rien à cacher, pourquoi on n'a pas autorisé les contre-expertises, les demandes de contre-expertise qui ont été faites par les parties civiles? Donc, au total, je constate que dans ce dossier-là, les gens ont peur de la vérité. Les gens ont peur de la vérité. Parce que si on nous dit que ce n'est pas le FPR, moi, le premier, je serais tout à fait d'accord. On dirait que ce n'est pas le FPR. Mais c'est qui alors? C'est qui? Ça fait plus de 27 ans aujourd'hui que les parties civiles, les veuves, les enfants, tout le monde attend de savoir qui a tué 2 chefs d'État africains en exercice. Les Africains ne peuvent pas continuer à accepter qu'on vienne, on tue les présidents comme ça et on nous dit, bon, on ne sait pas. Mais l'assassinat du président Habyarimana et du président Cyprien Taryamira, ce n'est pas l'assassinat de Kennedy. Où on va nous dire qu'on ne sait pas. On sait. Pourquoi je le dis? Parce que la justice espagnole, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, a fait un travail de recherche approfondi sur ce dossier-là. Le tribunal pénal international, j'ai eu à l'époque le privilège de rencontrer Michael O'Hagan, qui était l'enquêteur australien qui travaillait pour le tribunal pénal international sur l'affaire de l'attentat. Il m'a expliqué comment il a travaillé sur le dossier de l'attentat et la façon dont, quand il a pu obtenir des témoignages, des éléments très importants venant du côté du FPR, comment le tribunal pénal international a levé le pied sur son enquête et comment Mme Louise Arbour elle-même, donc qui était la procureure du tribunal pénal international à l'époque, lui a dit non, je ne crois pas que vos enquêteurs sont fiables, etc. Alors que c'était des enquêteurs qui travaillaient pour le bureau du procureur. J'ai rencontré d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de discuter avec un de ces autres enquêteurs, qui est l'officier de renseignement de la mission des Nations Unies au Rwanda, M. Amadou Démé, qui m'a expliqué effectivement tout le travail très délicat qu'ils ont fait. Parce que quand même, les gens ne savent pas qu'au moment où ils font ces enquêtes-là, il y a un risque de se faire assassiner à Kigali dans l'indifférence générale. Donc, ils ont fait ce travail, ils ont obtenu des éléments, ils ont mis à la disposition de la justice et on a dit que non, on ne veut pas aller beaucoup plus loin. Et quand Mme Louise Arbour a pris sa retraite, elle l'a reconnu elle-même dans une déclaration dans un journal au Canada que Kagame a fait effectivement, a exercé beaucoup de pression sur le tribunal pénal international dans le dossier de l'attentat. Écoutez, si l'OFPR, si Kagame et ces gens n'ont rien à voir avec l'attentat, pourquoi ils font des pressions sur le tribunal sur l'attentat? Autre élément. Avant de poursuivre sur cette affaire de vérité ou de... Moi, j'ai l'impression que la justice française n'a pas voulu trouver cette vérité-là, alors que le juge Bruguère l'avait trouvée, en fait. Après, il y a eu un recul, une marche arrière, d'ailleurs en marche forcée, parce que vous parlez de Démé. Les jeunes officiers ou sous-officiers du FPR qui lui avaient donné leur témoignage, après l'enquête, eh bien, ils ont été supprimés pour la plupart. Ils ont été assassinés par Paul Kagame, à Kigali même. On ne le dit pas souvent, mais on a leur nom. Certains qui avaient donné leur témoignage à Démé, à l'équipe de Michael O'Hagan, ils ont été tout simplement supprimés. Autre chose, vous l'avez souligné tout à l'heure, si l'objectif de la justice était de connaître la vérité, comme normalement cela doit être le cas, si l'on pense que ce n'est pas le FPR comme les éléments tendent à le prouver, et si, comme d'ailleurs on le retrouve dans l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt d'hier du 15 février, où on nous parle encore une fois de Hutus extrémistes ou des extrémistes Hutus. C'est terrible de voir un terme pareil dans un jugement, dans un arrêt de la Cour de cassation.
ça n'a aucune consonance ou aucune connotation juridique. Moi, je n'ai jamais été juge à la Cour de cassation, mais le peu de droit que j'ai fait me permet de blâmer un peu ceux qui ont utilisé cette terminologie dans un arrêt de la Cour de cassation. C'est qui les extrémistes hutus? Et si on les connaît, et si l'objectif est de connaître la vérité, pourquoi la justice française ne les poursuit-elle donc pas? Pourquoi? Ce que les familles veulent, ce que les Rwandais veulent, parce que en fait, le dossier, ce n'est pas que pour les familles françaises, les veuves des 3 membres d'équipage, les familles de nos compatriotes qui étaient dans l'avion, mais c'est l'ensemble du peuple rwandais qui réclame justice et qui réclame la vérité. Il se fait que cette affaire était pendante devant la justice française. Donc, tous ceux qui sont morts, parce que cet attentat était quand même l'élément déclencheur, on l'oublie de temps en temps, du génocide ou des génocides qui sont venus après. Eh bien, il faut que cette vérité soit connue, qu'on approfondisse. On ne peut pas nous dire, voilà, c'est fini, circuler, il n'y a plus rien à voir. Nous voulons connaître la vérité. Et si ce sont des extrémistes hutus, entre guillemets, comme ils le disent, qu'on nous dise quels extrémistes hutus et qu'on les poursuive, mais qu'on n'arrête pas les poursuivre parce que l'histoire veut que la vérité soit connue. Voilà, c'est ce complément que je voulais apporter à votre très, très solide démonstration, Charles-Honneur. C'est un élément très important parce qu'on a entendu cet élément, cette formulation depuis le FPR lui-même dans ses rapports, je ne sais plus si c'est le rapport Moussio ou le rapport suivant, qui a été fait avec l'expertise des Britanniques, qui dit que ce sont les extrémistes hutus qui ont abattu l'avion. Ben, si ce sont les extrémistes hutus qui ont abattu l'avion, pourquoi le FPR ne saisit pas une juridiction internationale? Pourquoi ils ne viennent pas avec les preuves et les noms devant la justice française pour dire, écoutez, cessez de nous chercher des poux sur un crâne rasé, comme le mien, et allez plutôt, voilà les éléments, voilà les gens qui ont abattu l'avion, voici les preuves que nous avons à notre disposition, etc., et les verser dans le dossier. Ils ne l'ont jamais fait. Bon, plus grave, lorsque le juge Trévidic était parti au Rwanda, il y a eu des gens qui avaient soulevé le fait que dans cette expertise, il aurait fallu avoir des Français qui maîtrisaient bien la question des missiles et beaucoup d'autres choses. Il a été dit que non, 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 surtout pas des Français, etc., etc. Mais le juge Trévidic est venu travailler sur un terrain qui avait déjà été altéré par des experts britanniques que le gouvernement de Kagame avait invités. Et eux-mêmes, ils ont reconnu que le rapport, et c'est pour cela que l'ordonnance de non-lieu m'a beaucoup amusé en lisant, puisque quand vous regardez la façon dont les enquêtes ont été faites et vous regardez l'ordonnance de non-lieu, vous voyez la confirmation par la Cour d'appel de Paris, il faut savoir que les gens doivent comprendre très clairement dans ce dossier qu'il y a des Français qui ne veulent pas que la vérité se sache. Parce qu'en Afrique, vu d'Afrique, les gens se disent « Ah, si la France ne fait pas la lumière sur cette affaire-là, c'est parce que la France est mêlée à l'attentat. » Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si la justice française n'arrive pas à faire la lumière dans cette affaire, c'est parce qu'il y a des Français très influents, pas la France, des Français très influents qui ont des intérêts avec le Rwanda de Paul Kagame, qui ne veulent pas que leur pays fasse la lumière, y compris sur l'assassinat de leurs propres compatriotes. Ça, c'est la vérité. Et je mets quiconque au défi de me prouver que ce que j'ai dit est faux. Parce que si le juge Bruguière, le magistrat Bruguière, en tant que Français, est allé jusqu'à lancer des mandats d'arrêt internationaux contre des suspects, il est français. C'est un juge indépendant. Et je pense qu'en France, tous les magistrats, y compris ceux qui ont fait le travail après lui, tous reconnaissent que le juge Bruguière, c'est quelqu'un qui avait une forte personnalité et c'était quelqu'un que le pouvoir politique ne pouvait pas intimider. Mais comment ça se fait qu'eux, ils ont accepté d'aller faire une enquête au Rwanda avec des témoins dont on ne sait pas s'ils sont fabriqués ou pas fabriqués? Moi, j'ai vu une liste de témoins comme ça.
qui a été proposé par le gouvernement rwandais au juge Trévidic. Ils ont pris tout ça. Mais à quel moment ils ont examiné si ces témoins étaient des témoins fiables ou pas fiables? À quel moment? Tous les trucs étaient faits en Kinyarwanda avec des traductions en français. Comment le juge a pu savoir de tous ces témoins qu'on leur a présentés qui étaient fiables, qui n'étaient pas fiables? Deuxièmement, quand ils vont travailler sur un terrain, ils ont dit oui, nous sommes allés travailler sur la carlingue de l'avion. OK? Mais dans le propre rapport des magistrats, ils disent que oui, en fait, il y avait des pièces qui manquaient, il y avait, on ne retrouvait plus certaines parties de l'avion. À peu près plus de 50% de l'appareil avait disparu. Et vous venez faire une expertise sur ça. Et le juge ne considère pas que les conditions dans lesquelles il est obligé de travailler sont des conditions qui sont insatisfaisantes pour une enquête judiciaire. C'est quand même le minimum. Le terrain sur lequel ils sont venus travailler a été tondu. Le gazon a été tondu avant l'arrivée des magistrats. Ben, vous savez très bien que dans une enquête criminelle, qu'est-ce que font généralement les enquêteurs? La première chose, c'est de sécuriser les lieux pour que personne n'ait accès au lieu, pour ne pas altérer les éléments matériels qui se trouvent sur le lieu. Et là, eux-mêmes, ils disent, oui, les gens sont venus, ils ont pris un morceau de l'aile de l'avion, ils ont pris un bout de ferraille pour aller… C'est quoi ça? C'est quoi ce cirque qui a été fait au Rwanda, là? Et je pense qu'il faut que les gens comprennent très bien que dans ce dossier-ci, l'affaire de l'attentat est la clé qui permet de comprendre ce qui s'est passé au Rwanda. Vous savez, quand vous avez une clé qui vous permet d'accéder à votre chambre ou d'accéder dans une pièce importante, vous ne la cachez pas, vous ne la dissimulez pas, puisque entrer dans cette pièce-là pour vous est important. Si vous la cachez, vous la dissimulez, ça signifie que vous ne voulez pas accéder à cette pièce. Et l'attentat est aujourd'hui, si on dissimule les choses sur l'attentat, si on n'écoute pas certains témoins, si on ne veut pas faire des enquêtes approfondies, c'est parce qu'on n'a pas envie d'accéder à la pièce qui permet de savoir la vérité. Voilà l'élément, voilà la clé de l'affaire. Et donc, on cesse de nous dire, oui, ce sont les extrémistes, mais qu'on les montre, ces extrémistes Hutus. Comment ils ont fait d'ailleurs? Comment? Bon, imaginons donc, faisons donc le truc totalement absurde. OK, les extrémistes Hutus, peu importe qui ils sont, comment ils veulent tuer Habyarimana. Qui leur a donné donc des missiles pour venir tuer Habyarimana? Comment ils sont arrivés avec ces missiles au Rwanda? Avec quelle complicité? Dans les éléments des phares. Donc, d'un côté, ils vous disent que les phares étaient des gens radicaux, extrémistes, qui ne voulaient pas la paix, qui ne voulaient pas… Et en même temps, les phares ont laissé des extrémistes Hutus tuer leur président. Non, mais à un moment donné, on finit par perdre son latin dans cette histoire. Tellement c'est cousu de briques et de brocs qu'on finit par… Enfin, il n'y a rien qui tient debout dans ce dossier-là. C'est-à-dire, quand vous voulez aller au fond des choses, il n'y a rien de rationnel, de cohérent, de pertinent qui puisse être solidement défendu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils n'aiment pas que quelqu'un comme moi je puisse m'exprimer sur ce dossier-là, parce qu'ils savent que je n'ai pas de conflit d'intérêt, ni familial, ni économique, ni politique, ni culturel avec le Rwanda. Je suis un esprit libre dans ce dossier. Et ce qui m'intéresse depuis le début, c'est de comprendre comment on peut décider, comme ça, d'assassiner 2 chefs d'État en exercice et personne ne veut chercher à savoir qui a fait ça. C'est quand même le cœur du sujet. Et on a tué Lumumba à l'époque, on a dit, bon oui, on ne sait pas trop bien. Un jour, on voit quelqu'un venir avec les dents de Lumumba à la télévision, ricaner en disant, bon écoutez, j'ai les dents de Lumumba. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent là maintenant qu'on fasse là? Qu'on dise, oui, d'accord, on a tué 2 chefs d'État africains, mais ce n'est pas grave. Non, mais c'est très grave. C'est beaucoup plus grave que ce que les gens imaginent. Et tant qu'on ne fait pas la lumière, et tant que les gens ne se battront pas pour faire la lumière sur cette affaire, ils peuvent se dire que beaucoup de choses vont continuer à se faire en Afrique, y compris contre les Occidentaux, et personne n'aura envie de savoir la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui doit être
pour beaucoup d'Africains qui doit être quelque chose de totalement inacceptable. Il faut refuser d'accepter ça. Quel que soit, que vous soyez des gens qu'on sous-estime, que vous soyez des gens qu'on ne considère pas, il y a des principes dans la vie qui sont les lois de la nature. Hein. Bon, vous savez, quand vous tuez quelqu'un, on vous dit la mort de cette personne va vous poursuivre. Il faut que les gens comprennent qu'on ne doit pas accepter, même artificiellement, que la mort des chefs d'État soit… On n'a pas dit qu'il fallait punir nécessairement les gens qui ont tué le président, hein. Mais il faut qu'on sache qui ils sont. C'est la première étape, qu'on sache déjà qui ils sont. Qu'ils soient des extrémistes Hutus ou des membres du FPR, ce sont des assassins. Ou des mercenaires ou des gens qu'on ne connaît pas. Des mercenaires étrangers. On nous dise qui ils sont. Exactement. Mais c'est une question compliquée. Parce que quand vous posez une question simple et que vous voyez que la réponse est très difficile à donner, ça signifie qu'il y a quelque chose qu'on veut dissimuler. Parce que les problèmes complexes ont toujours des réponses. Vous posez une question complexe, il y a une réponse. Mais comme là, disait l'autre, Charles Onana, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Mais absolument. Il y a une personnalité française qui l'avait un jour dit, je pense que c'est Madame Aubry. Eh bien, là, il y a vraiment un flou terrible autour de cette affaire. Et le cynisme et le mépris que vous avez souligné tout à l'heure du fameux Belge qui se vantait d'avoir les dents de Lumumba. Eh bien, dans le cas de cette affaire d'attentat, nous retrouvons le même cynisme à travers le communiqué de Léon Forster et Bernard Menga, les deux avocats de Kagame et de ses officiers. Eh bien, dans leur communiqué d'hier, dans l'entête du communiqué, ils disent « Ce 15 février 2022, la Cour de cassation française a rejeté le pourvoi introduit par le clan Habyarimana et consorts. » Vous voyez à quoi ils réduisent une affaire d'attentat contre l'avion du président Habyarimana, qui a aussi entraîné la mort du président burundais, de 3 membres d'équipage français et de plusieurs officiels burundais et rwandais. Ils réduisent ça au clan Habyarimana, comme si ce clan… Et consorts. Et consorts, voilà. C'est-à-dire que leurs compatriotes français qui ont été tués dans l'attentat, c'est consorts. Ça, c'est consorts. Le clan Habyarimana. Donc, c'est pour cela que ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des Français, je ne dis pas eux précisément, mais dans cette affaire, il y a des Français qui ne veulent pas qu'on soulève le couvercle. Hein. Ouais, exactement. C'est consorts, c'est des consorts, voilà. Voilà, donc dire que… Et en plus, c'est écrit par les 2 avocats qui ont précisément donné les coordonnées de Gafirita à Kabarebe. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont à la source. Je ne les accuse pas, mais ils ont reconnu ça. Maître Menga l'a reconnu. Il a reconnu avoir transmis l'identification de Gafirita et son adresse. C'est eux qui parlent du clan Habyarimana. C'est terrible quand même. J'ai entendu les échanges avec la journaliste Judy River sur cette affaire. Donc, moi-même, ça m'a surpris, mais il n'y a pas eu, on n'a pas cherché à creuser. Pourtant, Judy River, effectivement, elle avait demandé aussi à être auditionnée par les juges, mais on a considéré que c'était un non-événement. En fait, dans ce domaine, lorsqu'on parle de clan, c'est comme pour désigner un clan mafieux. Donc, pour eux, ils ont assassiné un mafieux. Le président Habyarimana, c'était le chef d'un clan. Et donc, ce n'était que justice pour les 2 avocats en question et leurs employeurs. Et ça, oui. Il faut qu'on ne peut pas l'accepter. Il faut qu'on continue vraiment à dire la vérité. Oui, moi, je considère d'abord, je ne considère pas Habyarimana comme le chef d'un clan. Je le considère, moi, qui ne suis pas rwandais, je le considère comme un chef d'État en exercice. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, il était chef de l'État. Bon, et donc quand on est français et qu'on respecte les institutions, on respecte les gens qui représentent les institutions au moment où c'est le cas. Bon, je considère le président burundais non pas comme un chef de clan, mais comme le président de la République du Burundi au moment des faits. Donc quand ces 2 chefs d'État sont assassinés dans un avion, je ne considère pas qu'il y a un clan et consort. Je considère qu'il y a 2 chefs d'État africains en exercice qui ont été tués par des criminels. Donc, il faut qu'on identifie ceux qui les ont tués.
Il faut qu'on les identifie. Et moi, je pense que les deux avocats, Maître Forster et Maître Minguin, devraient vraiment demander pardon pour l'utilisation d'un terme comme celui-là. Ce n'est pas normal que, parce qu'on a peut-être eu l'oreille des juges, hein, qu'on perd toute humanité. Hein, 28 ans après qu'on parle de clans et consorts, hein, de la part d'avocats, pourtant, quand même, des avocats très expérimentés, il y a un manque d'humanisme évident et il faudrait vraiment qu'ils Non, mais je pense qu'au-delà du manque d'humanisme, il y a un comportement de condescendance là. Voilà. Je ne sais pas d'où ça vient parce que vous savez, finalement, tous les êtres humains sont valables sur Terre. Il n'y a pas un être humain, qu'il soit président ou éboueur ou qui est au-dessus d'un autre. Donc, afficher une forme de condescendance, de mépris comme ça vis-à-vis des individus, même quand vous les détestez, est totalement insignifiant. Donc, je ne suis pas sûr que ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une victoire judiciaire est une victoire devant l'histoire. Non, ce n'est pas une victoire devant l'histoire. Parce que l'histoire, elle n'est pas faite par, je le répète, par les magistrats ni par des avocats. Les avocats sont des gens dans la société qui ont leur domaine de compétences. Les politologues, les historiens, les sociologues et tous les autres, même des simples citoyens, ont leur place dans la société. Et on ne peut pas s'arroger comme ça artificiellement une position de se mettre un peu au-dessus des gens qui ne se justifie en rien en réalité. Parce que, écoutez, nous sommes venus, tous ceux qui sont venus sur Terre sont appelés à quitter la Terre à un moment donné. Dès lors où vous êtes venus là, vous êtes appelés à partir. Donc, tout le monde partira. Que ce soit moi, eux, tous ces gens, même M. Kagame, tous y partiront. Mais ce que l'histoire retiendra, c'est ce qu'ils auront laissé. Et je pense que dans cette affaire-là, toutes les manipulations, les escroqueries qu'on observe depuis plus de 27 ans dans ce dossier sont déjà de plus en plus dévoilées. Pierre Péan, avant de partir, avait révélé un certain nombre de choses et il va y avoir des révélations qui vont se faire. Ça, il ne faut même pas ils peuvent tuer un certain nombre de gens dans leur machin. Bon, ils sont habitués peut-être à ce type d'exercice parce que c'est un exercice qui est extrêmement facile pour certains, mais vous ne pouvez pas tuer la vérité. C'est pas possible. La preuve, c'est que même le monsieur dont on parlait, Lumumba, il n'a pas résisté au fait de venir jouer au héros de celui qui a les dents de Lumumba à la télévision. Donc, il a exprimé une certaine forme de vérité, il a participé à la manifestation de la vérité, alors que personne ne s'attendait à ce qu'il vienne de son propre chef présenter les dents de Lumumba à la télévision. Donc, si vous voulez, vous pouvez tuer les gens, vous pouvez manipuler les faits devant des juges, vous pouvez instrumentaliser ici et là, mais vous ne pouvez pas tuer la vérité, et ça, c'est un fait. C'est une loi de la nature, hein. Ce n'est pas, faut pas être sorti de Polytechnique ou de Sciences Po pour le savoir, ça. On ne tue pas la vérité. Je pense que c'est vraiment un bon mot pour la fin de notre émission. Qu'on va poursuivre d'ailleurs sur cette affaire de l'attentat du 6 avril 1994 et tout ce qui est venu après. On n'a pas encore parlé de l'affaire de Mme Abiyarimana, on l'abordera la prochaine fois, c'est-à-dire le fait qu'elle n'a pas été mise en examen, ce qui est une bonne nouvelle parce que c'était un tissu de mensonge là aussi, où on l'accusait même de génocide alors qu'elle n'était pas au Rwanda, on l'accuse de tuer de rien, parce qu'elle appartient au clan, voilà. Elle n'a pas le droit de poser la question. Elle n'a pas le droit de poser la question de savoir qui a tué son mari. Elle n'a pas le droit. Quand elle le dit, elle parle au nom d'un clan, un clan qui n'a pas le droit de connaître la vérité ni de connaître la justice. Et ça, on va en parler. On va développer plusieurs thèmes. Aujourd'hui, en tout cas, nous avons essayé de montrer à notre public, à notre auditoire, que tout n'est pas terminé avec cet arrêt de la Cour de cassation, parce que la Cour de cassation, elle a suivi la Cour d'appel, mais elle n'a pas abordé le fond. Or, le fond demeure total. Nous devrons
nous, on n'est pas des juges, hein, mais on connaît l'histoire, on sait ce qui s'est passé. Il y a des témoins qui sont encore vivants, qui ont vécu cette affaire. Moi-même, je ne reviens pas souvent, mais en août 94, je peux vous assurer, Kagame a reconnu devant moi, en ma présence, qu'il était fier de l'avoir fait, d'avoir tué le président Habyarimana, que s'il ne l'avait pas fait, eh bien, que tous les membres du FPR auraient péri dans le génocide. Qu'heureusement, ils avaient d'abord éliminé le président Habyarimana. Donc, moi, si je le dis, on va dire, oui, tu racontes n'importe quoi, mais lorsque Richard Mugenzi va raconter, surtout qu'il est entre les mains de Kagame, du FPR, lui, il dit une vérité qui n'est pas libre. Moi, je ne demande pas à la France de me protéger parce que je dis des choses que je connais et on ne veut pas Vous avez vécu. Voilà, lui, Richard Mugenzi, qui est prisonnier du régime, on retient tout ce qu'il raconte, mais nous allons continuer à dire la vérité. Charles Onana, vraiment, d'abord, je vous rends hommage, hein, contrairement à ce qui se passe où on rend hommage aux assassins dans dans le communiqué de Menguin et Forster, hein, ils rendent hommage aux personnes poursuivies pour leur mérite, tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Nous allons poursuivre le combat pour la vérité, le combat pour la justice. Que la justice dise la vérité ou pas, l'histoire doit la reconnaître et la dire. Et le peuple rwandais et tous les peuples d'Afrique, tous les amis du Rwanda, ont besoin de connaître la vérité. Donc, si vous avez peut-être un dernier mot, je vous donne la parole pour l'exprimer, Charles Onana. Je dis simplement qu'il ne faut pas se décourager aux Rwandais et aux familles des victimes de l'attentat du 6 avril de ne pas se décourager. Le contexte politico-diplomatique n'est pas favorable à la justice et à la vérité. Depuis plus de 25 ans, les gens considèrent que c'est long. C'est très long pour les familles qui attendent d'avoir droit à la vérité et à la justice. Mais il faut qu'ils considèrent ce qui vient de se passer avec la Cour de cassation comme une étape qui va nécessairement nous amener vers la vérité. Vous savez, pour fabriquer un mensonge, il vous faut 1 minute. Pour démentir un mensonge, il faut plusieurs jours. C'est ce qu'on a appris pour les gens qui travaillent à déconstruire. Donc, pour l'instant, qu'ils gardent leur espoir, qu'ils continuent la lutte et que tous ceux que ce soit les chercheurs et tous ceux qui sont des gens de bonne foi, qui n'ont pas de conflit d'intérêts, je répète parce que c'est très important, parce que tous ceux qui interviennent dans le dossier du Rwanda, vous allez lire des tonnes de personnes, ils ne sont pas tous privés de conflit d'intérêts. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à gagner ou qui gagnent déjà beaucoup de choses dans cette histoire-là, qui ne veulent pas que ça s'arrête. Nous, on est, je dirais, quand vous défendez, vous êtes de notre côté, vous êtes du côté de ceux qui veulent, quand je dis de notre côté, je ne parle pas de clan, évidemment, je parle des gens qui se soucient de comprendre, de connaître sans détenir la vérité, mais qui acceptent de confronter leurs données avec les autres, qui essayent de partager le fruit de leurs recherches avec les autres. C'est ce que j'ai fait dans mon dernier livre. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, mais j'ai vu et j'ai interrogé beaucoup de gens. Et quand vous faites ce genre de travail, en général, vous ne gagnez rien. Et ce travail n'est pas fait pour gagner quelque chose. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on n'accepte plus que les Africains soient traités, les êtres humains de manière générale, soient traités avec autant de mépris et autant de condescendance. Parce qu'aucun être humain n'est au-dessus de l'autre. C'est ça que je voulais faire passer comme message. Merci beaucoup. Je souhaiterais d'ailleurs que vous montriez de nouveau votre livre, hein, et nous dire éventuellement où on peut l'obtenir et comment on peut l'obtenir. Il est dans toutes les bonnes librairies. Enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994, préfacé par le prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel aux éditions de l'Artilleur.
Je vous remercie beaucoup, Charles Onana, et à très bientôt pour notre émission. À très bientôt et bonne continuation à vous. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?